Au lendemain de l'apparition de nouveaux cas d'Ebola au Mali, le comité interministériel sur la maladie s'est réuni aujourd'hui autour du Premier ministre. Objectif, renforcer le dispositif sanitaire au niveau des structures d'isolement et la formation des agents de santé. Quant aux artistes, ils ont donné la voix, une autre arme de lutte contre cette terrible maladie qu'est Ebola. Sport, football, les Aigles du Mali ont quitté aujourd'hui Bamako pour le Malawi pour prendre part à l'avant-dernière journée des éliminatoires de la CAN 2015. Le ministre des Sports était à Kabala pour encourager les Aigles du Mali. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans la grande édition du soir. D'abord, ce communiqué donc, le président de la République a annulé son déplacement à Diafarabé pour assister à la traditionnelle traversée des troupeaux suite à l'annonce du deuxième cas de décès dû à la fièvre à virus Ebola survenu à la clinique Pasteur et aux présomptions collatérales induites. Profondément éprouvé par cette situation, il présente ses condoléances les plus émues à la famille du défunt et partage les inquiétudes de toutes les personnes mises en quarantaine. Le président de la République appelle les populations à l'observation stricte des mesures de prévention édictées par les spécialistes et à rester calme et serein afin de ne pas céder à la panique. Le président de la République a décidé de s'impliquer personnellement afin que toutes les dispositions idoines soient prises pour circonscrire ce mal le plus rapidement possible. Il assure que d'ores et déjà des enquêtes sont diligentées pour découvrir la chaîne de négligence coupable et renforcer en étroite collaboration avec tous nos partenaires toutes les mesures pertinentes éprouvées donc au fin d'éradiquer le fléau de l'Ebola et continuer d'en préserver notre pays. Ebola, on en parle, la fièvre Ebola est présentement sur toutes les lèvres au Mali. Le sujet a été évoqué ce matin à Koulouba au cours d'une audience que le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a accordée au représentant spécial de l'Union européenne pour le Sahel, Michel Riverand de Menton, a aussi échangé avec le chef de l'État sur les pourparlers d'Alger et les actions de l'UE au Mali. Nous l'écoutons au micro de Ramata Konaté. Nous avons, avec le président, fait un large tour d'horizon sur la situation du Mali, sur les priorités du moment et un petit peu dans la perspective de la reprise des accords d'Alger où je serai avec plusieurs membres du gouvernement et l'ensemble des acteurs de ce processus. Sur Alger, la perspective des accords d'Alger, le président m'a indiqué à quel point c'était important pour lui de parvenir à un bon accord avec lequel l'ensemble des acteurs se retrouvent et un accord sur lequel on puisse tous travailler très positivement par la suite, un accord qui permette une stabilisation durable de cette partie du territoire malien. Nous avons évoqué avec le président Ibeka la situation d'Ebola. Il nous a dit toute l'importance qu'il y attachait lui-même et la communauté internationale et l'ambassadeur européen, nous sommes tous extrêmement mobilisés parce qu'il a quelque chose de très fort pour toute la population, toute la région et toute la communauté internationale. Nous avons fait aussi un tour d'horizon des principales actions de l'Union européenne au Mali. Il y a pour l'Europe en général, pour les acteurs européens, une grande priorité dans ce processus de réforme de l'État qui est engagé depuis longtemps et dont nous sommes très heureux de constater à quel point c'est une priorité très forte aujourd'hui pour les autorités maliennes. On est là pour aider le président, le gouvernement malien à réussir son parcours de modernisation de l'État, son parcours de réforme très forte qui évidemment est nécessaire après tous les chocs historiques que le Mali a rencontrés au cours des dernières années. Je vous le disais à l'instant dans les titres, la menace Ebola préoccupe les autorités maliennes. Voilà pourquoi elles ont décidé de renforcer le dispositif sanitaire, notamment au niveau des structures d'isolement. Le but est de circonscrire au plus vite à la propagation du virus. C'est en substance ce qui ressort de la réunion interministérielle tenue cet après-midi à la primature sous la présidence du chef du gouvernement. Les autorités maliennes appellent les populations à ne pas céder à la panique et à rester sereines. Mohamed Diarra, compte rendu.
L'heure est grave, la menace Ebola est bien réelle, avec 2 décès enregistrés en moins d'1 mois et la présence des symptômes de la maladie chez le médecin traitant du défunt guinéen. On enregistre au total 186 contacts répertoriés. Ce sont là des confirmations données par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Les autorités sont conscientes de la gravité de la situation, d'où l'urgence de cette réunion interministérielle. La situation est celle que vous connaissez tous. Nous avons besoin de prendre des mesures assez énergiques pour que l'ensemble de la nation puisse se mobiliser de manière efficace pour que nous puissions gérer cette crise de manière satisfaisante pour les populations. Au nombre de ces mesures, le renforcement du dispositif sanitaire. Le site d'isolement au niveau du Sénam est très très bien mis en œuvre et absolument bien fonctionnel. Et donc, monsieur le ministre est en train de prendre des dispositions pour renforcer les structures existantes à Kouré-Malé et essayer de renforcer également les mêmes genres de structures donc d'isolement, de prise en charge dans toutes les régions du Mali. Et troisièmement, il y a eu donc aussi des recommandations par rapport à la communication. Donc faire beaucoup de communication dans tous les lieux publics, toutes les structures publiques et privées. Et donc ces communications même électroniques de façon sur Internet. Et donc revoir les plaquettes, les mettre à jour et puis donc distribuer ces plaquettes partout. Et renforcer les mesures d'hygiène au niveau communautaire et au niveau des structures publiques. Ceci aussi a été demandé par monsieur le ministre. Et renforcer les mesures d'hygiène au niveau des morgues dans le pays. Et donc on a dit de former beaucoup d'hygiénistes afin que vraiment tous les lavages de corps, en tout cas, soient assistés afin de réduire en tout cas l'infection de cette maladie dans notre communauté. Il faut ajouter aussi la formation pointue des agents de santé qui doivent être vigilants. Que les équipes de santé restent vigilants, qu'il y ait une vigilance de haut niveau pour que, en tout cas, le réflexe Ebola puisse exister partout où on est et que chaque fois qu'ils reçoivent des patients avec des signes de suspicion Ebola, qui pensent à Ebola, mais qui ne pensent pas qu'à Ebola seul pour fuir aussi les responsabilités. Faire en sorte que vraiment la rumeur ne domine pas sur la vérité. Et chaque fois, il y a des rumeurs pour dire il y a des morts par-ci, il y a des morts par-là, et quelqu'un vomit du sang. Et faire en sorte que vraiment ces rumeurs-là soient amoindries, sans qu'on essaye de décourager aussi les gens pour dire que ça n'existe pas et que c'est du faux. C'est pas du faux. C'est aussi d'appeler vraiment la population à la vigilance, à la mobilisation. Tout le monde doit développer des réflexes en ce qui concerne les questions d'hygiène, en ce qui concerne les informations au personnel sanitaire pour que vraiment tout ce qui peut contribuer à accélérer la propagation, qu'on puisse stopper ça. Les autorités demandent à la population d'éviter la stigmatisation et de rester sereine. Elles affirment que toutes les dispositions seront prises par le Mali et ses partenaires pour vite circonscrire la maladie à virus Ebola. Face à cette situation, le Premier ministre Moussa Mara a, au nom du président de la République, livré un message. Il s'agit pour le chef de gouvernement de rassurer la population tout en les invitant à plus de prudence. Nous écoutons le Premier ministre, des propos recueillis par Mahamadou Doumbia. Le Conseil des ministres hier a pris un certain nombre de mesures que le gouvernement est en train de mettre en œuvre, avec l'objectif principal de faire de la lutte contre Ebola une cause nationale, tout en veillant à ne pas céder à aucune sorte de panique. Nous sommes conscients de l'ampleur de la menace, nous sommes conscients des risques. Et cet après-midi, nous avons tenu de manière extraordinaire une réunion du comité interministériel de lutte contre les maladies épidémiques, et particulièrement la maladie à virus Ebola, afin d'apporter une riposte à la hauteur de la menace et de l'attente de nos compatriotes et de l'ensemble de la communauté internationale, puisque c'est une cause qui est aujourd'hui partagée par toutes les nations de la planète. Nous avons fait en sorte d'abord que le système de prévention qui va depuis nos frontières jusqu'au cœur de nos villes, en passant par nos campagnes, que ce système de prévention soit revu, renforcé partout où il y a des faiblesses, pour qu'il puisse servir à identifier le plus tôt possible les cas suspects
et à les traiter de manière adéquate, à faire en sorte aussi que si des cas avérés venaient à être identifiés, qu'ils puissent être pris en charge dans les meilleures conditions le plus rapidement possible, afin que le mal soit circonscrit. Nous avons aussi examiné ce qui s'est passé ces derniers temps et apprécié le dispositif mis en œuvre pour faire en sorte de circonscrire les risques. C'est-à-dire toutes les personnes qui ont pu être en contact avec des malades, avec des cas suspects, que les malades soient décédés après ou pas, que toutes ces personnes puissent être identifiées le plus rapidement possible et prises en charge dans les mesures d'isolement, de confinement, pour circonscrire la zone de risque par rapport à l'expansion de la maladie. C'est là non seulement à Bamako, mais ailleurs sur le territoire. Nous avons regardé rapidement l'état de fonctionnement de notre dispositif par rapport aux moyens matériels et de fourniture qui sont à la disposition des formations sanitaires, des équipes sur le terrain, partout sur le territoire. Nous avons évidemment regardé aussi les effectifs, puisque vous savez, le personnel sanitaire est le personnel qui est au front, qui subit d'ailleurs les plus fortes pressions et qui de temps en temps est victime, lui aussi. Donc ce personnel doit être rassuré, équipé, formé, encouragé pour mener ce combat au quotidien contre ce mal. Nous avons enfin mis en place une batterie de dispositions de communication. Communication institutionnelle, communication de masse, communication de proximité, pour que l'ensemble des autorités, l'ensemble de la société civile, toutes celles et tous ceux qui ont une capacité de mobilisation ou qui sont écoutés sur l'ensemble du territoire national puissent aussi être mobilisés afin de porter le message, qui est d'abord le message de prévention, de comportement d'hygiène, de limitation des contacts, d'information en cas d'identification de cas suspects, de confinement, d'isolement, mais confinement et isolement qui ne veulent pas dire stigmatisation. Parce que nous avons dit, nos frères, nos sœurs qui sont suspectés, ou nos frères ou sœurs qui seraient malades, méritent notre solidarité plus que jamais. Mais la solidarité doit s'exprimer dans un cadre de protection, de prévention. C'est tous ces messages que nous tenons à délivrer aujourd'hui à nos compatriotes pour dire que le chef de l'État a donné des indications fermes au gouvernement et à l'ensemble de l'administration afin que la cause devienne une cause nationale. Les autorités en première ligne, le personnel sanitaire en première ligne, mais l'ensemble du peuple malien mobilisé pour que cette maladie abominable, insidieuse, puisse être combattue de la manière la plus efficace par le pays et permettre à notre pays de continuer à fonctionner, à nos activités de continuer à se tenir dans un cadre tout à fait normal, rassurer nos partenaires qui commencent à s'inquiéter, rassurer les populations étrangères qui sont sur notre territoire, qui commencent à s'inquiéter, pour dire que le Mali a pris la mesure de la situation et que nos dispositifs qui existent, qui est en train d'être mis en place, qui fonctionnent depuis déjà plusieurs mois, plusieurs semaines, est en train de monter en puissance à la hauteur du mal, afin qu'on étouffe dans l'œuf tout risque et qu'on fasse en sorte que nous sortions très rapidement de cette situation. Donc c'est vraiment pour dire que le mal existe. Le mal Ebola n'est pas une fiction. Nous avons identifié des cas sur notre territoire, mais ne cédons jamais à la panique. Sachons raison garder. Travaillons tous ensemble, chacun en le rôle qui lui est confié, pour que de manière globale, solidaire, l'ensemble de la nation malienne se sorte de cette épreuve. Et Inch'Allah, nous y arriverons. Et puis, face à la menace que constitue l'épidémie à virus Ebola pour notre pays, le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, invite l'ensemble des leaders religieux à organiser ce vendredi et dimanche et jour suivant des séances de prière
conjurer le mal, faire des bénédictions pour que notre pays retrouve sa quiétude. Les artistes également sont là. La musique peut contribuer à faire reculer Ebola. C'est fort de cette conviction que les artistes du Mali s'engagent dans cette lutte. Cet engagement peut être individuel ou collectif. Notre reporter Cheikh Oumar Sangaré nous amène aujourd'hui dans l'univers des artistes qui parlent Ebola. Ebola si bori, Ebola golana, wirchika si maisa parier koi maganga gerga. Hey Ebola, ekomawa nijai. Amen, Tchale Arbi, que Dieu nous protège contre cette épidémie. Ebola. En dépit de la vaste campagne de sensibilisation en cours, certaines pratiques dangereuses persistent. Face à la situation, les artistes s'engagent individuellement dans la lutte contre la maladie. Mon frère, il faut que tu comprennes que je ne le fais pas par méchanceté. C'est des consignes données par les autorités. Il y a une très grave maladie qui se nomme Ebola. Ebola n'a pas encore eu de remède. Alors, une des manières de se protéger, c'est de ne pas se serrer la main. Excusez-moi, je ne vous ai pas donné ma main car certains gestes sont présentement déconseillés. C'est donner la main et les accolades. À votre tour. Évitez ces pratiques. Dans notre pays, l'engagement des artistes pour défendre la cause publique est connu de tous. C'est pourquoi ils attendent jouer leur partition dans la prévention contre la maladie à virus Ebola, d'où ces appels au respect des consignes données par les autorités compétentes. Les spécialistes de la santé nous conseillent d'éviter tout acte susceptible de transmettre la maladie à virus Ebola. Alors, évitons les interdits du moment, car prévenir vaut mieux que guérir. Je lance un appel à la population malienne. Du nord au sud, il faut que nous respections les consignes données par les autorités sanitaires. Ebola est une grave maladie, c'est réel. Et c'est un danger dans le pays. L'engagement des artistes est parfois collectif. C'est ainsi qu'une douzaine de grandes voix africaines se sont retrouvées autour d'un single titré Africa Stop Ebola. Ebola, tu es notre ennemi. Dans la circulation à Bamako, certains conducteurs préfèrent des gants comme moyen de protection. Ici, à l'ORTM, les mesures préventives sont au rendez-vous. En témoin des installations de lavage des mains un peu partout dans la cour, des véhicules de reportage équipés de produits désinfectants et même cette page Ebola dans les journaux télévisés. À cette situation, nous avons reçu plusieurs réactions. Il s'agit de celle de l'ADEMA PASJ qui salue les efforts des services de santé qui sont à pied d'œuvre pour mener toutes les investigations nécessaires en vue de maîtriser la maladie et de protéger la population contre sa propagation. Nous avons aussi la réaction du bureau politique national de la CENAS Faso RE qui donc présente ses condoléances les plus attristées aux familles des citoyens maliens décédés à ce jour des suites d'une infection à virus Ebola. L'orphelinat Niaber, donc, nous revenons à cet élément. Les 10 lauréats qui ont été admis au concours d'agrégation du CAMES sont arrivés cet après-midi à Bamako. Dès l'arrivée, ils ont été reçus par le ministre de l'Éducation, celui en charge de la santé et plusieurs autres personnalités de la médecine. Nous y reviendrons dans nos éditions de demain avec notre reporter Mahamadou Doumbia. Je vous le disais tout à l'heure, l'orphelinat Niaber 6 à Sébenikoro est fermé depuis ce matin et c'est là jusqu'à nouvel ordre. Cet orphelinat compte 36 enfants et plus d'une vingtaine de monitrices infirmières. La présidente de l'association nous explique ici les raisons de cette fermeture. Elle est au micro de Rachel Tessougué. Nous y reviendrons donc certainement au cours de cette édition. Adoption d'un projet de loi et de plusieurs résolutions ce matin à l'Assemblée nationale avec la
modification du texte de création de l'Agence nationale pour l'emploi ANPE, la collecte et la diffusion des données relatives au marché de l'emploi ne font plus partie des missions de l'agence. L'Assemblée nationale a également approuvé la proposition de mise en place d'une commission ad hoc d'examen et la mise en accusation de l'ancien ministre David Sagara devant la Haute Cour de justice. Le compte-rendu de Moïse Traoré. L'Assemblée nationale approuve le projet de loi portant modification de l'ordonnance de création de l'Agence nationale pour l'emploi, ANPE. Le texte est adopté avec 122 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Avec la loi votée pour l'ONEF, il y a des missions qui ont été assignées à l'Observatoire, c'est-à-dire la collecte, la centralisation, et c'est pour une meilleure gestion, une adéquation entre le travail et l'emploi. Alors que pour l'ANPE, c'est la politique nationale d'emploi. Donc avec cette correction, ça va servir une meilleure visibilité du monde du travail. L'Observatoire national de l'emploi et de la formation, ONEF, a été créé en décembre 2013. Il est constaté que les compétences allouées à cet observatoire relevaient du domaine de compétences de l'Agence nationale pour l'emploi. Donc cette clarification était nécessaire quand même pour assurer une meilleure organisation des missions de chaque entité. Il était important d'introduire cette clarification par rapport aux missions de l'Observatoire national pour l'emploi et l'Agence nationale pour l'emploi. Chaque entité doit quand même évoluer dans son secteur de compétences. Les élus ont également approuvé la proposition de mise en place d'une commission ad hoc d'examen de la mise en accusation de l'ancien ministre David Sagara devant la Haute Cour de justice. Parmi les résolutions de la matinée, celle du président du groupe d'amitié Mali-Venezuela. L'honorable Oumar Mariko préconise le rappel des résolutions du Mali pour la libération des 5 héros cubains détenus aux États-Unis et l'ouverture d'une ambassade du Mali à Caracas. Le ministre des Affaires religieuses et du culte, en mission, la question orale du jour est reportée à une date ultérieure. Le chef de la diplomatie malienne a rencontré ce matin les représentants des organisations internationales et les ambassadeurs accrédités dans notre pays. Objectif, expliquer le processus de négociation avec les groupes armés et la position du Mali par rapport aux documents proposés par la médiation. À la fin de la rencontre, le ministre Abdoulaye Diop s'est exprimé sur l'objectif de cette rencontre. Il est au micro de Alousseni Touré. Les points d'échange avec le corps diplomatique, c'était essentiellement pour faire le point du processus de négociation en Algérie, partager avec eux les différentes étapes, mais aussi solliciter leur contribution, leur réflexion par rapport à cet exercice-là. Vous savez que depuis fin octobre, il y a eu des avancées significatives dans la négociation à travers la mise à disposition de toutes les parties du document qu'on appelle éléments pour un accord de paix et de réconciliation. Nous avons partagé avec eux le contenu du document, mais aussi le contenu du mémorandum qui a été présenté par le gouvernement en réponse à ce document. Et le mémorandum lui-même comporte seulement quelques observations préliminaires du gouvernement sur cette question. Encore une fois, on a attiré l'attention de la communauté internationale et du corps diplomatique de façon générale sur le fait qu'il s'agit d'un document qu'on appelle élément pour un accord. Donc ce n'est pas un accord, ce n'est pas signé, ce n'est même pas négocié, ça a juste été présenté aux partis qui ont maintenant la responsabilité de l'examiner et de faire aussi des propositions et des recommandations. Donc c'est à ce stade que nous nous trouvons et ce sont ces informations que nous avons partagées avec nos partenaires en les assurant de notre engagement dans ce processus et au moment où nous nous préparons pour repartir en Alger, cette fois-ci avec toutes les directives du gouvernement qui s'est réuni à 2 reprises sur la question. Mais aussi, nous espérons aussi dans les jours à venir pouvoir être enrichis des missions, des campagnes de sensibilisation qui se feront dans toutes les régions, mais aussi ici à Bamako, pour encore être enrichis des réflexions des Maliennes et des Maliens, en rassurant que ce processus-là sera ouvert
les Maliens et les Maliens qui expriment des points de vue sur cette question sont les bienvenus et que nous espérons que tout ça permettra vraiment d'enrichir le processus dans son ensemble et de renforcer sa crédibilité. La deuxième session du Conseil des collectivités s'articule autour du transfert de compétences pour la gestion des ressources. Les experts concernés par la question se sont retrouvés pour plancher sur le thème. Mariam Sagara, compte rendu. Cette session va prendre en compte le transfert des compétences en matière de gestion des ressources naturelles, une réalité qui préoccupe à juste titre le Haut Conseil des collectivités. Le transfert concomitant des compétences et des ressources demeure, hélas, un véritable goulot d'étranglement à l'émergence des collectivités viables. Cette triste réalité est d'autant regrettable qu'elle inhibe le processus de décentralisation, privant ainsi nos collectivités des réelles opportunités de développement à tous les niveaux. Le Haut Conseil, saisi de cette question, n'en demeure pas indifférent. J'invite encore une fois le gouvernement à prendre les mesures qui s'imposent pour extirper le processus de transfert de compétences et de ressources de la léthargie qui le caractérise au fin d'imprimer une dynamique nouvelle à la décentralisation coincée dans les méandres d'une administration visiblement en porte-à-faux avec et l'esprit et la lettre de la réforme. Des conseillers nationaux ou autres cadres des différentes institutions vont échanger et s'armer pour répondre aux attentes des collectivités. Fin du forum eau et assainissement 2 jours durant. Les 200 participants venus de toutes les régions du Mali et du district de Bamako ont discuté de l'épineuse question de l'assainissement au Mali. La rencontre recommande entre autres la mise en œuvre du plan d'action national de gestion intégrée des ressources en eau et un soutien au processus d'intercommunalité et d'intercollectivité. Nyanya Aliou Traoré, compte rendu. Faire de l'assainissement une affaire de tous, c'est désormais l'objectif visé par le ministère de tutelle qui vient de clôturer 2 jours d'intenses travaux sur la question. De nombreuses recommandations ont été faites, parmi lesquelles on peut retenir accélérer la mise en œuvre du plan d'action national de gestion intégrée des ressources en eau, accélérer la mise en œuvre de la stratégie de gestion des déchets liquides et solides, renforcer l'accompagnement des GIE pour une meilleure précollecte des déchets solides, soutenir l'acquisition des sites pour les décharges, de traitement des bouts de vidange et des unités de transformation. Organisé en 2015, un atelier national d'évaluation de la mise en œuvre des OMD au Mali. Le forum eau et assainissement a été l'occasion de revoir les politiques nationales en la matière. Il a été aussi le lieu de proposer de nouvelles stratégies et de finaliser certains projets en cours. Nous, vraiment, en tant qu'individus, en tant que membres de la société civile, nous allons veiller vraiment à ce que ces recommandations vraiment soient vraiment appliquées. La suite des activités à mener sont confinées dans des recommandations. Et des recommandations extrêmement aussi importantes pour l'avenir de ces pays. Parce que l'avenir de ces pays, c'est d'abord sa santé. Ce n'est pas un forum de plus parce qu'on avait fait des recommandations et cette fois-ci, nous allons aller jusqu'à l'opérationnalisation en posant des actes concrets. Le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement a chaleureusement félicité les participants pour leur contribution. C'est le lieu de féliciter tous les experts et toutes les personnes ressources pour le sérieux et la rigueur dont ils ont fait montre au cours des présentations et des débats. Il reste attendu de vous, de chacun d'entre vous, de chacun des acteurs, d'être des relais de l'information, des relais pour la sensibilisation, des relais pour orienter toute l'action vers la gestion intégrée des ressources en eau et vers la gestion intégrée des déchets. Rendez-vous est pris très prochainement afin d'évaluer les acquis issus de la dite rencontre de Bamako. Sur un tout autre chapitre, les résultats du concours d'entrée à la fonction publique de l'État sont disponibles depuis cet après-midi. Sur les 1132 postes à pourvoir, il y a 1034 candidats admis. Ces résultats ont été proclamés donc. Pour plus de précision, écoutons le ministre de l'Éducation, Bokar Moussa Diarra, au micro de notre reporter Abdraman Maïga. 21 524 candidats, dont 9 805 femmes, soit 45,5%, et 115 en situation de handicap, dont 32 femmes également, ont pris part aux différents concours sur 25 480 inscrits. À l'issue de la vérification des dossiers, quelques cas de fraude ont été naturellement décelés. Ces fraudes se manifestent sous la forme de falsification de diplômes ou de dates de naissance, détention de documents
d'état civil malien par des candidats non maliens. Au terme des concours, il a été enregistré 1034 postes pourvus, 90 postes non pourvus, soit par défaut de candidature, soit par insuffisance de moyens, la moyenne d'admission étant égale à ou supérieure à 10. Il n'y a pas eu de repêchage. Il est à signaler que parmi les 1034 admissibles figurent 4 candidats en situation de handicap. Donc 4 candidats en situation de handicap ont passé honorablement, c'est-à-dire dans des cadres difficiles d'accès, ils ont mérité pour être là. Donc conformément au communiqué d'ouverture que nous avons fait passer à l'entame du processus, un quota de 12 postes est réservé aux candidats en situation de handicap ayant obtenu une moyenne d'admission. C'est pas par pitié, ceux qui ont la moyenne, eux, ils ont été rajoutés pour tenir compte du quota que nous avons prévu d'affecter, n'est-ce pas, aussi aux personnes qui sont en situation de handicap. Le Conseil national de la jeunesse du Mali a procédé au lancement de sa campagne de communication contre le VIH-Sida en milieu universitaire. Cette campagne de 2 mois s'inscrit dans le programme triennal 2014-2016 du CNJ Mali. Elle doit permettre à cette organisation de sensibiliser plus de 5000 jeunes sur le VIH-Sida. Reportage Abdraman Maïga. Cette campagne de sensibilisation et d'information permettra au Conseil national des jeunes d'entreprendre en 2 mois au niveau des facultés de Bamako et de Ségou un certain nombre d'activités, comme par exemple la sensibilisation des jeunes sur le VIH-Sida, la promotion du dépistage volontaire en milieu universitaire et des jeux concours sur la pandémie. Ce projet, qui s'inscrit dans la mise en œuvre du plan triennal du Conseil national des jeunes, permet de réduire la propagation de cette pandémie chez les jeunes scolaires. Nous attendons en tout cas d'ici la fin de cette campagne pouvoir toucher 5000 jeunes étudiants et pouvoir les sensibiliser. Il s'agira à travers cette campagne d'appuyer les plus hautes autorités de notre pays dans leur combat contre ce fléau. Découvert il y a de cela 30 ans, le VIH-Sida, au dire du secrétaire exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le sida, a occasionné la mort d'environ 40 millions de personnes, dont plus de 70% en Afrique subsaharienne. La majeure partie de ces victimes est constituée uniquement de jeunes. Sur ces 16 millions de Maliens, il y a à peu près 100 000 personnes qui sont infectées. Mais il y a bien sûr 15 900 000 Maliens qui ne sont pas infectés. C'est là où nous devons prendre des dispositions pour que ces 15 900 000 Maliens qui ne sont pas infectés ne le deviennent pas. Observer les conseils prodigués par les spécialistes en la matière, tel doit être le cheval de bataille de la jeunesse. Les acteurs institutionnels et communautaires de Gao sont en conclave pour la recherche de la paix et la cohésion sociale. Ils vont discuter au cours de cette rencontre de la gestion et de la résolution post-conflit. Aliou Idrissa Maïga, reportage. Si la crise que traverse notre pays a effrité le tissu social, la gestion post-conflit doit également faire appel à des compétences. C'est donc pour mieux cerner cet aspect que ces acteurs de Gao ont décidé de se concerter autour du thème « La gestion et résolution des conflits ». L'objectif principal, c'est d'amener les différents acteurs, les représentants des jeunes, des femmes, les leaders communautaires et religieux, à comprendre et maîtriser les outils de prévention, de gestion et de résolution des conflits. La période post-crise est marquée par le processus de réconciliation nationale, la gestion de l'insécurité résiduelle, le retour de l'administration et la reprise des activités économiques. La question qui se pose aujourd'hui est de savoir comment les populations vivent-elles cette réconciliation en marche au niveau local. Durant 3 jours, 50 acteurs institutionnels et communautaires venus de 24 communes de la région vont échanger sur les causes des conflits, les conséquences et les solutions envisageables. Cette activité qui se tient au moment où un accord est en phase d'être trouvé entre les fils du Mali, cadre avec la vision des plus hautes autorités maliennes. La rencontre a été financée par le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD.
Activité similaire à Tombouctou, là-bas, dans le cadre du programme Paix, Sécurité et Femmes dans la gouvernance, l'association malienne pour la survie au Sahel et son partenaire financier aide de l'église norvégienne vient d'organiser une rencontre intercommunautaire pour outiller les différents délégués en gestion des conflits. Reportage Al-Mouzer Al-Khamisa Yatara. Cette rencontre intercommunautaire dans la commune de Hamza Koma, cercle de Gourmararous, a pour objectif de promouvoir la paix, la cohésion sociale et le renforcement d'un dialogue inclusif entre les différentes communautés. Il y a ce retour de nos compatriotes réfugiés, déplacés, massifs au niveau vraiment de la commune de Hamza Koma. Tous ces aspects témoignent quand même la volonté vraiment d'aller vraiment vers cette paix, cet apaisement, cette réconciliation, sans laquelle on ne peut pas prétendre à un développement. Suite au pourparlers d'Alger, et je pense que si ces populations reviennent chez elles, c'est tout à fait le souhait du gouvernement de la République du Mali qui ne cesse de prôner la paix pour un retour de nos populations dans la paix et la quiétude. Au centre des échanges, la résolution pacifique des conflits et la prévention. Nous nous réjouissons beaucoup de cette rencontre. Nous avons beaucoup appris et nous ferons tout pour consolider les rapports qui existent entre les populations au nom de la paix et de la cohésion sociale. Ce forum a permis aux communautés du cercle de Gourmararous de dresser une feuille de route prenant en compte la dimension paix, sécurité et cohésion sociale. D'une région à une autre, à Koulikoro, inauguration de 3 forages, c'est un geste d'un député à l'Assemblée nationale d'une valeur de plus de 15,5 millions de francs CFA. L'événement a réuni plusieurs personnalités, mais également des populations. Compte rendu, Isaac Tchenou. L'eau est source de vie et celui qui en donne la vie. C'est à cet exercice que Bourama Tidjani Traoré, député Uliakati, s'est attelé en offrant à 3 villages des forages de plus de 15,5 millions de francs CFA. Premier village bénéficiaire, Djera, dans la commune rurale de Sanankoro Djitomo. Ici, l'eau potable est accueillie avec joie par une population enthousiaste. Le deuxième point d'eau inauguré est celui du hameau de Dokoro, dans la commune rurale de Tchélé. La délégation est accueillie avec les honneurs. Enfin, dernier site mis en valeur, Safé Bougoula, chef-lieu de la commune rurale du même nom. Les populations bénéficiaires ont remercié les donateurs pour ce geste significatif. La difficulté de l'eau dans les milieux ruraux, je pense que je suis censé le connaître, et surtout pendant les périodes sèches. Et lorsque les marigots étaient taris, ils partaient jusqu'à 15 km souvent pour chercher de l'eau. Et vu toutes ces difficultés, je pense que je me suis donné comme priorité de donner de l'eau potable à chaque population, à chaque village, surtout dans les milieux reculés. Par ce geste, l'honorable Bourama Traoré soulage les souffrances des populations de sa contrée. On a un ressortissant qui travaille dans ce sens et de surcroît un député à l'Assemblée. Je pense que notre rôle, c'est de l'assister dans le travail qu'il est en train d'accomplir. Procurer de l'eau aux populations rurales est une œuvre de bienfaisance, de citoyenneté. Et ça répond aux exigences de toute la population. Et ça s'inscrit dans la ligne droite des objectifs de l'État. L'approvisionnement en eau potable et la gestion des ressources en eau sont essentiels pour assurer la santé des populations. Les acteurs du monde rural de la région de Caille sont réunis depuis hier. Ils passeront en revue l'état d'exécution des sous-projets PAPAM et le projet d'exécution technique et financière 2015, Mahamadou Alioubari. Il s'agit au cours de cette 3e session pour les présidents des organisations professionnelles agricoles et les présidents des délégations locales des chambres d'agriculture des 7 cercles de la région de Caille d'examiner et adopter, entre autres, le projet verbal de la 2e session consulaire, l'état d'exécution des sous-projets PAPAM 2014, les enseignements tirés du premier appel à proposition des sous-projets et la situation de la campagne agricole au niveau des différents cercles de la région de Caille. Déjà, on a eu à élaborer le PTF 2015, là c'est l'occasion quand même de partager ça avec les membres de la CERA. Cette 3e session consulaire se tient dans un contexte socio-économique en perspective moins favorable pour la population de la région de Caille. La campagne agricole qui s'achève est marquée par un déficit pluviométrique dans la région
qui entraînera certainement un déficit alimentaire pour la population et les animaux. Nonobstant cette situation, au niveau de la région, des efforts sont faits pour maintenir les prix à des niveaux satisfaisants. Il ressort de cette session qu'à l'analyse technique des sous-projets sur 472, 84 ont eu des financements, ce qui dénote la mauvaise formulation des sous-projets, manque d'informations essentielles, lenteur dans la délivrance des factures, entre autres. Les acteurs de la filière blé sont en assemblée générale à Ségou. À l'issue de ces assises, les participants du Mali et de la sous-région mettront en place une plateforme pour mieux promouvoir la filière. Reportage Kandesilla. La présente assemblée générale vise à fédérer les efforts des différents acteurs de la filière pour mieux rentabiliser le secteur à travers la mise en place d'une plateforme d'innovation de la chaîne de valeur blé. En fait, l'originalité des plateformes multi-acteurs, c'est surtout le fait que c'est l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur qui se mettent ensemble pour s'organiser au mieux, mieux identifier leurs problèmes, planifier leurs objectifs de développement. Les participants venus des régions du Mali et certains pays de la sous-région mettront les 2 journées à profit pour discuter des stratégies de mise en place de la plateforme, mais également les différentes expériences développées de part et d'autre. Au Mali, le potentiel de terre irrigable est d'environ 1 million d'hectares dans le delta intérieur du Niger. Et la culture du blé occupe à peu près 4 000 hectares sur un potentiel de 45 000 hectares dans la seule région de Tombouctou. La région de Caille et la zone nord de l'Office du Niger disposent également de ressources hydriques importantes et de conditions agroclimatiques favorables à la culture du blé. On note enfin que cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de la production agricole et de la lutte contre l'insécurité alimentaire au Mali, initiée par l'Institut d'économie rurale et le Centre international de recherche agricole pour les zones arides à travers le projet de soutien de la recherche agricole pour le développement des cultures stratégiques. Le projet éducation inclusive de handicap international tient depuis mardi la 2e session de son comité de pilotage au titre du dernier trimestre 2014. Il s'agit pour les membres du comité de se pencher sur le bilan des activités menées et de faire le point sur le suivi des recommandations de la session précédente et de dégager les perspectives pour une seconde phase du projet. Daouda Diakité, compte rendu. Comité de pilotage du projet éducation inclusive mis en œuvre par Handicap International sur le financement de l'Agence française pour le développement se tient à un moment où le projet boucle sa première phase après 3 ans d'activité. Sikasso, par ses activités, a été une région pilote de l'éducation inclusive. Et cela va du renforcement des capacités des enseignants au niveau de nos écoles cibles. Cela va également de l'introduction des modules sur l'éducation inclusive dans l'ensemble des IFM de la région. Et également, cela va aussi de l'équipement adapté pour les différentes écoles. Cela va également des aménagements raisonnables, tels qu'on appelle, en termes d'accessibilité physique des classes aux enfants, à tous les enfants, y compris les enfants handicapés. Au regard des avancées significatives enregistrées sur le terrain dans l'amélioration et la prise en compte de la dimension du handicap, les autorités communales de souhaiter la mise à l'échelle du projet à travers toute la commune qui compte 132 écoles. Ce que ce projet nous a apporté, ça rentre en droite ligne dans les objectifs de la commune urbaine de Sikasso, notamment dans notre PD7. Donc malheureusement, le projet étant le projet, parce qu'il y a un début et une fin, peut-être que la fin va nous permettre vraiment de projeter de l'extension de cette identification à d'autres établissements. En marge des assises, les membres du comité de pilotage ont effectué une visite de terrain dans les écoles cibles et les 2 centres spécialisés, à savoir l'école des déficients mentaux et auditifs, pour se rendre à l'évidence des efforts consentis pour l'éducation des enfants handicapés. Nous revenons donc sur ce communiqué. Le président de la République a annulé son déplacement à Diafarabé où il devait prendre part à la traditionnelle traversée des troupeaux suite à l'annonce du 2e cas de décès dû à la fièvre à virus Ebola survenu à la clinique Pasteur et aux présomptions
collatérales induites. Profondément éprouvé par cette situation, il présente ses condoléances les plus émues à la famille du défunt et partage les inquiétudes de toutes les personnes mises en quarantaine. Le président de la République appelle les populations à l'observation stricte des mesures de prévention édictées par les spécialistes et à rester calme et serein afin de ne pas céder à la panique. Le président de la République a décidé de s'impliquer personnellement afin que toutes les dispositions idoines soient prises pour circonscrire ce mal le plus rapidement possible. Il assure que d'ores et déjà des enquêtes sont diligentées pour découvrir la chaîne de négligence coupable et renforcer en étroite collaboration avec tous nos partenaires toutes les mesures pertinentes éprouvées aux fins d'éradiquer le fléau de l'Ebola et continuer d'en préserver notre pays. Sport football avant les rencontres donc au compte de l'avant-dernière journée des éliminatoires de la CAN 2015. Les Aigles du Mali ont reçu aujourd'hui la visite du ministre des Sports. Ousseini Amiongino est venu s'enquérir des conditions d'hébergement des Aigles footballeurs. En même temps, leur souhaiter bonne chance pour leur match contre le Malawi samedi prochain. Abdul Karim Kaba était sur place pour Mali Actualité. Souhaiter la bienvenue aux aigles et les encourager comme il est de tradition à la veille de chaque rendez-vous majeur. C'est à cet exercice que le ministre des Sports s'est attelé ce mercredi soir au centre Ousmane Traoré de Kabbalah. Pour le match de la 5e et avant-dernière journée des éliminatoires contre le Malawi, les autorités du pays ont mis le paquet. Les conditions améliorées d'hébergement à Kabbalah et un avion spécial pour le voyage de Blantyre. À la FEMA Foot, l'on apprécie ces efforts du gouvernement. Un voyage n'a jamais été autant préparé minutieusement pour que les joueurs puissent être dans des conditions idéales de compétition. Abondant dans le même sens, le sélectionneur des Aigles du Mali dira que cette visite de Ousseini Amiongino est une source de motivation pour l'équipe. C'est une motivation, je dis toujours, supplémentaire pour les joueurs, pour les staffs techniques, pour tous les gens qui sont avec cette équipe nationale. Ces dépenses se justifient par le désir, en tout cas, la volonté du gouvernement de la République du Mali de mettre dans toutes les conditions notre équipe nationale pour qu'elle puisse, en tout cas, compétir dans les meilleures conditions. Et nous pensons que ces dépenses, souvent, sont indispensables. Notons que les Aigles ont quitté Bamako ce jeudi. La rencontre est prévue samedi prochain à partir de 12h30, temps universel. Parlons à présent politique. Après ce journal, vous pourrez suivre le message de campagne du candidat de l'URD. Et puis, le président du Comité national de l'égal accès aux médias d'État invite le candidat Paul Cissé de l'URD à se présenter donc au siège de l'organe le vendredi 14 novembre 2014 pour l'enregistrement de son message de campagne. Et puis, après ce journal, vous pourrez suivre un documentaire sur le diabète intitulé « Un fléau invalidant ». Un documentaire signé et réalisé donc par Mahamadou Baba Diallo, Apollo de l'ORTM. C'est la fin de ce journal. Au nom de l'ensemble de la rédaction, merci de votre aimable attention. Demain, 10h-13h, une présentation de Amara Malé Diallo pour les éditions du soir. Vous avez rendez-vous avec Aïssata Ibrahim Maïga. Prenez soin de vous et de tous vos proches. Au revoir et qu'Allah bénisse le Mali.